Bienvenue à toutes et tous pour ce troisième jeudi de la santé, deuxième jeudi de la santé de la saison 2025-2026. Quelques règles élémentaires pour que ça fonctionne bien. Je demande aux personnes à distance de garder leur micro fermé, premièrement. Deuxièmement, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. On aura largement le temps d'y répondre à la fin et la mission communication les synthétisera. Et troisièmement, cette séance est enregistrée, donc si vous ne pouvez pas la suivre jusqu'au bout, vous pourrez toujours la regarder en replay sur l'intra Paris de la direction. Ravie de vous retrouver donc avec Sophie Florence et Caroline Isambert, que j'imagine vous connaissez tous. Sophie est la responsable du pôle santé sexuelle de la DSP et Caroline, la chef du service de promotion de la santé et de réduction des risques. Et toutes les trois, parce qu'on a toutes les trois eu une histoire importante avec la lutte contre le sida, on a souhaité, à 10 jours, 11 jours de la journée mondiale de lutte contre le sida, vous partager un regard dans le rétroviseur sur les avancées de ces 10 dernières années dans le monde et à Paris en particulier, et sur les difficultés, les challenges auxquels on est encore et malheureusement un peu plus qu'avant confrontés depuis cette année 2025. Donc, rapidement, pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, moi j'ai commencé ma vie professionnelle et militante dans la lutte contre le VIH il y a plus de 20 ans et ça a occupé une grosse dizaine d'années de ma vie personnelle et professionnelle, notamment à la tête de plusieurs associations de lutte contre le sida à Paris. Et j'ai été avec d'autres à l'initiative du programme Vers Paris sans sida dont on parlera aujourd'hui. Euh, Caroline, tu veux dire un mot de ton lien à cette histoire? Je suis arrivée à la santé publique par le VIH et tout ce que les communautés VIH ont inventé. D'abord d'un point de vue militant dans une association que vous connaissez certainement qui s'appelle Act Up Paris. Et puis j'ai fait d'un hobby un métier en rejoignant l'association Aide, où j'ai fait du plaidoyer pendant quelques années avant d'arriver à la direction de la santé publique. Et Sophie? Et moi, je pense que c'est mon parcours de la santé publique qui m'a amené à la santé sexuelle via la lutte contre le VIH. Voilà. Merci. Et donc, juste un point, vous le verrez, une des raisons pour lesquelles on fait ce jeudi de la santé aujourd'hui, c'est parce que cet après-midi seront publiés, donc vous en avez la primeur aujourd'hui, les derniers chiffres sur l'épidémie en France et particulièrement à Paris. Il y a un très gros événement qui commence dans 1 heure au Théâtre de la Concorde, organisé par la ville de Paris, avec toute la communauté de la lutte contre le sida en France. Donc, on a souhaité que les membres de la DSP aient ces informations en premier. Alors, quelques rappels avant de parler fin de la transmission du VIH. D'abord, quand on dit fin du sida, évidemment, ce n'est pas la fin des personnes qui vivent avec le VIH. Vous le savez sans doute, il n'y a pas aujourd'hui de traitement qui permettent de se débarrasser de cette infection. Quand on parle de fin du sida, on parle de fin de la transmission du virus, donc de fin de la dynamique de l'épidémie. Ensuite, quelques rappels, parce que je ne suis pas sûre que tout le monde ait bien voilà, tous les éléments en tête. Dans, dans l'imaginaire collectif, le sida, donc une maladie qui a émergé au début des années 80, c'est globalement ce que vous voyez en haut de cette diapositive. Pour encore une grande partie de la population française et dans le monde, quand on pense sida, on pense à ces images terribles du cancer gay dans Paris Match, du film Philadelphia, des Nuits fauves de Cyril Collard, des débuts militants des grandes associations avec le film 120 battements par minute. On pense des milliers de comprimés à prendre tous les jours, ou on pense, pour les plus vieux d'entre nous, au baiser de Clémentine Sélarié, qui avait voulu de cette manière, en embrassant une personne séropositive, lutter contre les discriminations. En réalité, depuis tout ça qui façonne notre imaginaire, il s'est passé énormément de choses. Le paysage de l'épidémie aujourd'hui n'a rien à voir avec ces images d'Épinal et la vie avec le VIH pour les personnes concernées n'a rien à voir non plus. Donc, c'est ça qu'on va vous raconter aujourd'hui.
Aujourd'hui, c'est une citation du grand monsieur de la lutte contre le sida aux États-Unis, Tony Fauci, qui a été le conseiller de tous les présidents américains à peu près depuis 40 ans sur les grandes maladies infectieuses. En théorie, si tout le monde aujourd'hui, toutes les personnes qui vivent avec le VIH avaient accès au traitement antirétroviral, donc ce qu'on appelle un peu par abus de langage les trithérapies, et si toutes les personnes qui ont une sexualité qui les expose à un risque d'infection étaient sous PrEP, on y reviendra, on pourrait mettre fin à l'épidémie. Ça, c'est pas récent, ça date, c'est les livres et la couve de Libération que je vous ai mis là, de 2012. Ouais. Donc le moment où on commence à se dire qu'on va pouvoir mettre fin à l'épidémie, c'est pas si récent, ça a maintenant 13 ans. La couverture de Libération que vous voyez là, c'était suite à une grande conférence qui avait eu lieu à Washington et qui avait montré, et c'est ce que cette diapo résume, qu'en fait, par rapport à une époque où un diagnostic de séropositivité signifiait la mort à assez court terme, on a aujourd'hui des dizaines de solutions pour limiter les effets de cette épidémie. Le premier d'entre eux, c'est le traitement. Donc, une personne qui vit avec le VIH et qui est sous traitement, aujourd'hui, non seulement elle a la même espérance de vie que la population générale, elle a une espérance de vie qui est complètement rétablie, mais surtout, elle ne transmet pas le virus lors de rapports sexuels sans préservatif, et deux, elle peut, pour ce qui concerne les mères notamment, avoir des enfants sans passer, comme c'était le cas pendant longtemps, par du don de sperme ou des accouchements très surveillés. Voilà. Donc ça, c'est la première révolution, le traitement. La deuxième, on y reviendra, c'est cette PrEP qui permet à des personnes séronégatives de ne pas acquérir le virus, même dans une sexualité très active et très diverse. Et la troisième, c'est qu'on a aujourd'hui des dizaines d'outils de dépistage différents. Là encore, pour les plus âgés d'entre nous, dans les années 90, un test VIH, c'était se rendre dans ça ne s'appelait pas les CJ, les CDAG, faire une prise de sang et être très, très angoissé pendant 5 jours en attendant le résultat. Aujourd'hui, vous le savez, il y a des tests rapides faits par les associations, vendus en pharmacie. Voilà, savoir son statut VIH, c'est devenu très simple, aussi simple qu'un test en gyn ou un test de grossesse. Même si évidemment, c'est une simplicité qui n'est pas du même ordre, parce que c'est toujours difficile d'apprendre qu'on vit avec le VIH. Donc, passer ces petites introductions, juste vous rappeler que la dynamique d'une mobilisation des villes, et notamment de la ville de Paris en la matière, elle est ancienne. Paris a toujours eu un engagement fort en matière de lutte contre le sida, a toujours souhaité garder une activité de dépistage et de santé sexuelle. Et en 2014, à l'élection d'Anne Hidalgo, Paris a pris la tête du réseau des villes sans sida dans le monde. Aujourd'hui, c'est plus de 400 villes dans le monde qui ont signé cette déclaration de Paris qui a maintenant 11 ans. Voilà. Et le point fort de ce texte en 2014, et j'insiste, c'est que ce n'était pas seulement un objectif de fin épidémiologique, de fin de l'épidémie de manière biomédicale, c'est un texte international qui reconnaît les droits des personnes vivant avec le VIH, qui lutte contre la stigmatisation et qui, pour la première fois dans un texte international, reconnaissait qu'il y a des groupes, il y a des populations qui sont plus exposées à cette épidémie que d'autres. Et je finirai mon introduction là-dessus. Parler du sida, c'est nécessairement, et c'est impossible autrement, parler inégalité, discrimination et stigmatisation. Quand on a commencé Paris sans sida, on a été les premiers à dire, à Paris, en France aussi, mais particulièrement à Paris, 9 nouveaux cas de VIH sur 10 concernent soit des hommes qui ont des rapports sexuels avec d'autres hommes, soit, et ce n'est pas exclusif, des personnes qui ont un parcours migratoire qui sont nées à l'étranger. 9 sur 10. Donc ce n'est pas une épidémie population générale, ce n'est pas une épidémie qui concernerait tout le monde de façon indiscriminée, pas du tout. C'est une épidémie qui se développe et qui fait son lit sur les épidémies. Vous aurez sans doute des questions là-dessus parce que, encore aujourd'hui,
dire cela suscite parfois des réactions en disant mais c'est stigmatisant, il ne faut pas le dire, si on le dit, on va stigmatiser certaines populations. C'est des débats qui sont anciens et qui sont, à notre sens, résolus, mais on sera ravis d'en discuter avec vous. Alors, où on en est, l'épidémie VIH? Moi, je vais commencer par une présentation sur la France et Paris et la Seine-Saint-Denis. Ensuite, Sophie vous présentera les dernières grandes avancées plutôt réglementaires et biomédicales, notamment pour les soignants parmi vous. Et Caroline terminera par l'international. Je te l'ai mis à la fin. Ça te va? Là, ce que vous voyez, c'est la situation à date. Donc, c'est les tout derniers chiffres de Santé publique France de l'épidémie en France. On approche la dynamique de l'épidémie dans notre pays de plein de manières qui sont un peu compliquées, je ne vais pas détailler. Il y a à la fois une déclaration obligatoire qui est remplie par les biologistes quand ils découvrent une nouvelle séropositivité. Et puis, il y a les données des bases hospitalières. En fait, les chiffres que vous voyez là, ils croisent différentes sources de données. Je vais pas m'étendre. Donc, le taux de découverte de séropositivité par région de domicile en France, comme vous le voyez, il est le plus élevé très largement en France métropolitaine, en Île-de-France. Mais les départements dans lesquels il reste le plus élevé dans notre pays, c'est la Guyane, la Martinique et dans une moindre mesure la Guadeloupe. Juste se rappeler ce paysage-là, l'épidémie, elle est concentrée en Île-de-France, en métropole, mais elle demeure extrêmement active dans les territoires ultramarins. Voilà. Et donc, en Île-de-France, et Paris, vous allez le voir, est vraiment le foyer, le cœur de cette épidémie. Et donc, quand on agit contre le sida à Paris, en vérité, on a un impact sur la dynamique de l'épidémie en France. Sur la partie droite de la diapositive, vous avez ce qu'on appelle la cascade. Alors, depuis 2012, on a coutume d'estimer la dynamique de l'épidémie de la manière suivante. On calcule, c'est des modèles mathématiques, le nombre de personnes qui vivent avec le VIH. Évidemment, c'est une estimation. Ça, c'est 100%. Et puis, parmi ces 100%, on regarde combien sont diagnostiqués, c'est-à-dire connaissent leur épidémie. Le delta, c'est ce qu'on appelle l'épidémie cachée. Parmi celles-là, combien ont accès à un traitement antirétroviral? Et parmi ces dernières, combien ont une charge virale indétectable? La charge virale indétectable, on l'estime par une prise de sang et c'est ce qui permet de dire vous avez la même espérance de vie que tout le monde et vous ne risquez pas de transmettre le virus ni à vos partenaires sexuels ni à vos enfants. Et un certain Ruben Granich, qui est un statisticien et modélisateur américain, a estimé que si ces trois chiffres étaient de 95%, donc si 95% des personnes séropositives connaissent leur statut, 95% d'entre elles ont accès au traitement et 95% ont une charge virale indétectable, alors l'épidémie va s'éteindre d'elle-même. Le modèle, il est encore très discuté, mais il demeure la référence pour les Nations Unies et partout dans le monde pour estimer l'épidémie. Et donc, ce que vous voyez là en France, c'est la dernière cascade pour estimer pour la France, où on voit qu'on n'est pas loin, on est même au-delà pour ce qui est de l'accès au traitement et de la charge virale indétectable, mais on n'est pas tout à fait à 95% pour ce qui est du dépistage. Ça reste, et c'est toujours le cas depuis 10 ans, l'endroit fragile dans notre pays. C'est le reflet du fait qu'on a un excellent système de santé. Une fois que les gens sont dépistés, diagnostiqués, ils sont très bien pris en charge, ils ont accès au traitement, remboursés à 100%, des traitements très puissants, très efficaces, qui marchent très bien. En revanche, en amont, il y a un long parcours jusqu'au diagnostic. Le dépistage, néanmoins, il est en augmentation. Ce que vous voyez sur la partie gauche, c'est en bleu le nombre de sérologies, tout type de tests qui sont réalisés chaque année, une frise chronologique, et en rouge, la proportion parmi ces sérologies qui sont confirmées positives. Je précise, ce n'est pas le nombre de nouveaux cas. Il y a des gens qui se font retester pour une infection qu'ils connaissaient déjà. Je vous présente les nouveaux cas après. Et donc, ce qu'on voit, c'est que depuis 2020 et 2021, évidemment, pendant l'année du Covid, il y a eu une baisse du dépistage, c'est la courbe bleue.
Mais dès la fin du Covid et des confinements, le dépistage a augmenté très vite dans notre pays. Et ça, c'est le résultat de ce qu'a fait Paris. On y reviendra après avec Sophie. On a créé un dispositif de dépistage à Paris dans les laboratoires sans ordonnance, remboursé à 100%, et il a largement contribué à cette augmentation du dépistage. Et quand le dépistage augmente, eh bien, le nombre de découvertes de séropositivité baisse, c'est logique, c'est mathématique, mais aussi il a permis de réduire les délais entre le moment où les gens sont infectés et le moment où les gens le découvrent. En effet, donc ça c'est les diagnostics, on voit que le nombre de diagnostics en France, il baisse. En rouge, c'est donc les diagnostics pour toute la France. On a eu une baisse pendant le Covid, c'est logique. Ça avait réaugmenté un petit peu après le Covid, comme un effet de rattrapage. Et là, depuis 1 an ou 2 ans, on est à nouveau sur la bonne voie, avec à peu près environ entre 5000 et 5200 nouveaux cas chaque année dans notre pays. Et pour Paris, c'est ce que vous avez sur la partie droite, la baisse, elle est beaucoup plus forte. On est passé, peu ou prou, de 1000 nouveaux cas en 2014 à un peu plus de 600 en 2024. Donc, on a baissé de 40% le nombre de diagnostics de séropositivité dans notre ville. Et ça, c'est vraiment l'effet des politiques qu'on va vous décrire après. Alors rapidement, ça c'est les fameux chiffres sous embargo jusqu'à 14 heures. Donc vous avez une photographie de l'épidémie à Paris et en Seine-Saint-Denis. Donc en 2024, il y a eu 612 découvertes de séropositivité à Paris et à peu près un peu plus de la moitié, 329 en Seine-Saint-Denis. C'est vraiment les deux départements, si vous vous souvenez du chiffre d'avant, 5000 nouveaux cas en France et sur 5000, il y en a 1000. C'est juste Paris et la Seine-Saint-Denis. Donc, on a vraiment une contribution essentielle à cette épidémie. Les bonnes nouvelles de cette diapositive, c'est que à Paris, 1,3 ans, c'est le délai médian entre le moment où les gens sont infectés et le moment où les gens la prennent. Ça veut dire que la moitié des personnes qui ont appris leur séropositivité en 2024, elles n'étaient infectées que depuis 15 mois. 15 mois, c'est encore trop, mais c'est beaucoup, beaucoup mieux qu'avant. Avant, ce délai médian, il était à 3 ans. Ça veut dire que la moitié des personnes étaient diagnostiquées 3 ans après leur infection et l'autre moitié plus de 3 ans après leur infection. Pour des publics qui continuent à avoir une vie sexuelle, évidemment, et une vie sexuelle qu'ils ne peuvent pas toujours protéger correctement, ces longs délais, c'est ça qui expliquait que les chaînes de transmission, les chaînes de contamination continuaient. Donc ce chiffre de 1,3 ans, il est vraiment voilà, le signe de notre succès. Néanmoins, il y a donc encore la moitié des gens qui ont découvert leur séropositivité plus de 15 mois après leur infection. Et parmi elles, un quart, notamment chez les personnes migrantes, qui l'ont appris particulièrement tardivement, plus de 3 ans, plus de 4 ans, parfois plus de 6 ans après le début de leur infection. L'autre chiffre important pour comprendre la dynamique de l'épidémie, c'est que, donc à Paris, je l'ai dit, en Seine-Saint-Denis, c'est vrai aussi, l'essentiel des personnes séropositives sont soit des hommes gays, soit, encore une fois, ce n'est pas exclusif, des personnes migrantes. Mais parmi celles-là, plus de la moitié ont en fait contracté le VIH après leur arrivée en France. 55%, c'est après. Et ce n'est pas juste après, c'est pendant les années d'installation. Et ce qu'on voit dans ce chiffre, c'est que les discriminations, les difficultés d'installation, l'inhospitalité auxquelles les personnes migrantes sont confrontées, les exposent à l'épidémie. Quand on ne sait pas où dormir, on n'accepte plus volontiers un logement contre rapport sexuel. Quand on ne sait pas quoi manger, on a un risque plus élevé d'avoir un exercice de la prostitution. Quand on ne sait pas où aller se soigner ou qu'on a peur de la police, on attend avant de se faire diagnostiquer. Donc c'est essentiel de comprendre que certes, c'est une épidémie qui concerne les personnes immigrées, mais pas comme une sorte d'épidémie importée,
mais parce que les conditions dans lesquelles on accueille aujourd'hui dans notre pays, et notamment à Paris, font le lit de cette épidémie. Dernier point sur les chiffres, on est donc plutôt pas mauvais en matière de cascade, si je reprends ce que je disais tout à l'heure. On a atteint à Paris le premier 95% des personnes qui sont dépistées. En revanche, on n'est pas si bon sur l'accès au traitement. Il y a un petit recul qu'on ne s'explique pas très bien et sur lequel la communauté des soignants doit vraiment travailler. Voilà, il y a des difficultés sans doute liées aux problématiques d'accès à l'aide médicale d'État, aux enjeux de droit au séjour, voilà. Mais on voit que toutes les personnes qui devraient être sous traitement ne le sont pas. Voilà, rapidement, parce que je suis déjà très longue, ça c'est tout ce qui a été fait à Paris depuis 10 ans. C'est toute l'action de la ville de Paris, de la direction de la santé publique et de son partenaire, la direction Vers Paris sans sida. Donc voilà, je vous partagerai le livre dont cette frise est issue, mais quelques moments clés. D'abord, au labo sans overdose, ça c'est en 2018. C'est le moment où Paris et les Alpes-Maritimes modélisent le dépistage du VIH dans les laboratoires sans ordonnance, mais remboursé néanmoins, et qui est aujourd'hui, Sophie vous le racontera, généralisé partout en France. Dans les autres moments clés, 2019, le moment où la ville a facilité la prescription de la PrEP par les médecins généralistes partout sur le territoire parisien. On a fait un gros travail pour que tous les médecins puissent prendre le relais et que ça ne repose pas uniquement sur votre activité pour celles et ceux qui sont connectés dans les centres de santé sexuelle et les CGIL. Et puis, autre période qui me semble importante, on a fait beaucoup en matière de lutte contre les discriminations et de renforcement du tissu associatif et communautaire qui permet l'aller vers, le dépistage dans les foyers, l'accès à la PrEP, etc. Un mot enfin sur la PrEP. Je vous le présenterai après. On a beaucoup progressé en matière de PrEP. Le nombre de personnes qui commencent la PrEP dans une année à Paris, il a été multiplié par 4 depuis 2016. Donc c'est considérable. Malheureusement, c'est encore un traitement qui n'est utilisé en majorité que par des hommes, à 95%, et des hommes plutôt blancs, favorisés, bien insérés, alors qu'on le voit, cette épidémie, elle concerne massivement encore des personnes nées à l'étranger. Donc, ce qu'il faut retenir en point essentiel, Paris est toujours le principal foyer de l'épidémie dans notre pays. Contrôler l'épidémie ici, c'est la contrôler en France. En 10 ans, on a baissé de 40% les diagnostics et donc les nouveaux cas. Mais cette baisse, elle est inégale. Par exemple, entre 2016 et aujourd'hui, le VIH a baissé de 45% chez les hommes gays. Mais ce 45%, il est en réalité de 61% chez ceux qui sont nés en France et seulement de 16% chez ceux qui sont nés à l'étranger. Donc les inégalités, on le voit, elles se cumulent. On a fait des grands progrès en matière de dépistage. Le nombre de sérologies a augmenté de 16% chez les hommes et de 7% chez les femmes, juste pour les Parisiens. Le diagnostic, il est plus précoce. Chez les personnes migrantes qui étaient déjà contaminées avant de venir en France, elles ont, pour 3/4 d'entre elles, appris leur séropositivité dans les 10 mois qui ont suivi leur arrivée en France. Et aujourd'hui, la moitié des personnes migrantes séropositives apprennent leur séropositivité 17 mois après leur infection. C'est très bien, mais il y en a toujours la moitié qui apprennent plus tard que 17 mois. Et puis, on a un effet booster de ce dispositif que nous avions inventé en 2018. Le recours à la PrEP, je le disais, a progressé. Il y a 14 000 Parisiens qui prenaient la PrEP régulièrement début 2024. Je n'ai pas les derniers chiffres, mais les discriminations à l'égard des populations sont particulièrement exposées demeurent. Elles sont structurantes pour expliquer l'incidence de l'épidémie et elles pèsent à chaque étape du parcours. Elles pèsent évidemment pour les personnes qui arrivent en France avec une infection non diagnostiquée.
Elle pèse tout au long du parcours d'installation pour les personnes migrantes. Elle pèse chez les jeunes hommes homosexuels qui soient nés en France ou nés à l'étranger. Elles expliquent que encore beaucoup de ces communautés soient largement exposées. Elles pèsent dans l'homophobie intériorisée ou le non-recours au traitement. Elles pèsent dans le fait que la PrEP ne décolle pas suffisamment. Elle pèse dans le recours au dépistage et elle pèse ensuite dans la capacité à se soigner durablement, même une fois qu'on est pris en charge à l'hôpital. Ce qu'on constate en France aujourd'hui, c'est qu'il y a des toutes sous-populations très particulières qui décrochent des soins, notamment les femmes trans nées à l'étranger, notamment chez des personnes migrantes particulièrement vulnérables, où malgré notre système de santé, on les perd au fil de vue et au fil de l'eau. Et aujourd'hui, les hôpitaux sont préoccupés par ces perdus de vue parmi leur fil actif de personnes sous traitement. Enfin, et j'imagine qu'ici j'ai un public convaincu, mais les tabous et les fausses représentations sur la sexualité, elles demeurent très importantes. Chaque année, il y a des sondages pour montrer que les lycéens et les adolescents pensent que le VIH se transmet par la salive ou par une piqûre de moustique. Il y a encore des chiffres très alarmants sur ces fausses représentations et sur les tabous. Et c'est une des raisons pour lesquelles, à Paris, on plaide pour penser le VIH plus largement dans un discours positif sur la santé sexuelle. Et maintenant, je passe la parole à Sophie. Est-ce que tu peux regarder s'il y a des gens bloqués en salle d'attente? Parce qu'a priori, il y a quand même une partie de l'équipe à qui j'ai mis un peu la pression pour être là. Je ne comprends pas, c'est très bizarre. Ou alors, parce que je leur ai renvoyé un nouveau lien. C'est incroyable, parce qu'il y a quand même 70 personnes qui ont réussi à se connecter. Mais... Bon, oui. Ça ne se met pas. Donc, ah ben voilà. Donc, bienvenue à ceux qui ne pouvaient pas rentrer. Donc, il y aura un replay. Et du coup, pour faire le lien, effectivement, l'enjeu, c'est de passer cette étape santé sexuelle. Et donc, pour ça, on peut sans problème se former. Et je vous invite à aller sur le site Format Santé Sexuelle, qui est un site très modulaire qui permet d'aller dans l'ensemble des questions. Parce que tu disais, les jeunes, tu vois, ont des fausses représentations, mais si on intègre un homme a plus de besoins qu'une femme, bah, je pense qu'ils sont plus de la majorité. Parce qu'ils ont fait des, tu vois, sur le VIH, on peut encore, mais il y a tellement de chances sur lesquelles on doit progresser. Donc voilà. Et donc, le TASP, tu en as déjà pas mal parlé, mais c'est vrai que c'est un message qu'il faut vraiment encore, nous, soignants, diffuser à toutes les étapes pour que ça passe dans la population générale, parce que suite à la première diapo, il y a quand même une exceptionnalité du VIH et on comprend par cette histoire dramatique, mais aujourd'hui, heureusement, on a des solutions thérapeutiques efficaces qui permettent d'avoir une vie normale. Avec un suivi médical régulier. Et donc, c'est important que tout le monde le sache parce que ça diminuera la stigmatisation et ça permettra aux gens de prendre soin d'eux. Et donc, la PrEP, qui est l'autre outil, l'autre nouveauté, et tout à l'heure, oui, en parlant du TASP, c'est la découverte de Science de 2011. Tout ça pour dire que les nouveaux enjeux de la PrEP aujourd'hui, dont je vais parler, la PrEP injectable, c'est la découverte Science de 2024. Voilà, il y a une molécule dans l'année qui fait l'objet de ce prix. Donc, voilà, donc pour dire à quel point c'est un changement important dans la lutte contre le VIH qui va s'annoncer aujourd'hui. Donc, juste pour ceux qui ne connaissent pas bien la PrEP, c'est donc un nouvel outil qui a quand même 10 ans aujourd'hui pour se protéger contre le VIH, en plus du préservatif, qui consiste à prendre un traitement avant les rapports sexuels, soit tous les jours, soit à la demande en fonction des populations exposées. Et effectivement, c'est 100 000 personnes qui sont sous PrEP aujourd'hui. On voit le petit gap. Et surtout, ce qui est important à avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, la majorité des prescriptions de PrEP, elles sont faites par la médecine de ville et plus par l'hôpital. Et on va continuer cette évolution. C'est la slide d'après. Voilà. Ouais. Et donc, les deux
possibilités. C'est donc soit en continu pour tout le monde, soit à la demande aujourd'hui pour une certaine partie de la population, en particulier les hommes cis. Il y a quand même des évolutions à venir sur ce schéma à la demande, puisque par exemple l'Angleterre a fait évoluer ses recommandations et qu'on autorise un schéma à la demande chez les femmes, voilà, un peu plus long que celui-ci. On va sans doute aussi pouvoir aller vers ce schéma. Puis il y a les recommandations générales et puis il y a ce qu'on discute dans le colloque singulier de la consultation. Voilà, donc un traitement très bien supporté. C'est vrai qu'au début, quand on le délivrait, je meuble un peu, on ne connaissait pas les effets secondaires sur les reins, on était un peu attention. Maintenant, ça fait 10 ans. Et on disait surtout, prenez-le à ce moment-là de votre vie parce que vous êtes fortement exposé. Mais finalement, dans les populations exposées, il y a des gens qui vont l'être toute leur vie. Et maintenant, on sait que toute une vie sous PrEP, il n'y aura pas de problème. Voilà, et d'ailleurs, on va mettre en place une consultation, enfin, au BOL, par exemple, qui va avoir lieu dans le cadre des événements du 1er décembre, des consultations sur place pour que les personnes partent avec leurs comprimés, avec des consultations de suivi la semaine suivante et des prélèvements sur site avec le centre de santé sexuelle Paris Centre. Tu peux avancer. Et donc, la PrEP aujourd'hui, elle permet voilà, de toucher différentes populations. Et il y a quand même, tu l'as dit, des populations qu'on ne touche pas. Je voudrais juste minorer, c'est-à-dire qu'on a quand même doublé le nombre de femmes à qui on prescrit la PrEP aujourd'hui. Donc, on est certes à 5,7%, mais on voit bien une tendance à l'augmentation. Voilà, je m'intéresserai surtout aux femmes. Les autres critères, ils sont, à mon avis, moins pertinents. Et donc, pour améliorer cette atteinte des populations prioritaires, eh ben, il y a une nouvelle molécule qui est en train d'être négociée avec la Sécu. Et Caroline, tu disais que ça allait sans doute arriver, qui est une injection de traitement antirétroviral qui s'appelle le cabotegravir tous les 2 mois par voie intramusculaire. Donc ça, c'est l'objet de 2 études qui sont citées ici. Et donc, on l'a pour info sous forme d'études pour les hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes qui sont déjà sous PrEP orale en ce moment au CSS de Paris Centre et dans différents hôpitaux parisiens. Voilà, et c'est bien supporté et on espère que… Mais vas-y, c'est les recommandations. Après, tu peux passer, c'est les recommandations européennes qui l'ont validé et les recommandations françaises qui le gardent quand même parce que ça dépendra du prix pour les cas où on ne peut pas prescrire de PrEP orale. Voilà. Ensuite, l'autre nouveauté, donc la découverte scientifique 2024, c'est le lenacapavir. Il a fait quand même pas mal parler, notamment dans la presse, et son utilisation en PrEP. Il est déjà utilisé dans le cadre du traitement contre le VIH, mais en PrEP, il se base sur 2 essais importants qui ont vraiment des résultats assez édifiants. Et donc chez les femmes cis, mais aussi chez les HSH et les personnes trans. Et il y a un essai en cours qui est Purpose 5 dans certains hôpitaux en France. Et donc c'est une injection tous les 6 mois par voie sous-cute. Et j'avais même vu des données, enfin si ça a été présenté aux journées thématiques probablement on pourra faire une injection par an par voie intramusculaire. En tout cas, ils cherchent dans ce sens-là. Donc après, insister sur le caractère exceptionnel de ces résultats. Les résultats de lenacapavir chez les femmes, c'est 100% d'efficacité. C'est-à-dire, c'est des femmes, les personnes qui étaient dans l'essai clinique, qui ont une sexualité ouverte, qui étaient exposées à un risque VIH avéré, notamment dans des pays d'Afrique subsaharienne. C'est des femmes qui n'utilisaient pas le préservatif de manière systématique, donc qui étaient vraiment exposées. Et avec une injection tous les 6 mois, il n'y avait aucune contamination qui a été observée. Donc, c'est une vraie révolution. Pendant des années, on a attendu et espéré un vaccin contre le VIH un peu partout dans le monde. Vraisemblablement, ce que vous avez là sous les yeux, c'est ce qui se rapproche le plus d'un vaccin. On va bien se faire une injection de vaccin contre la grippe une fois par an.
on pourrait très bien se faire une injection de lenacapavir une fois par an pour pouvoir vivre une sexualité où on ne se pose pas la question du préservatif, en tout cas pas pour le VIH, on peut se la poser pour les IST, mais où ce sujet-là n'est plus une angoisse dans le quotidien et dans la sexualité des personnes. Voilà. Donc, j'insiste là-dessus. Pour plein de raisons qui sont liées au coût des traitements, et Caroline y reviendra sans doute, on a eu tendance dans notre pays depuis 2012 à toujours restreindre la PrEP, qu'elle soit en comprimé ou maintenant en injection, à certaines populations, avec une vision un peu pour le coup peut-être un peu stigmatisante, qui était de dire bon, on va concentrer les efforts chez ceux où l'épidémie est la plus élevée et voilà, pour être coût efficace, on va mettre ces nouveaux traitements uniquement pour ces publics-là. Et en tout cas, un des points de débat dans la communauté, c'est de dire à force d'avoir réservé ces traitements à des populations qui restent minoritaires, on n'a pas banalisé leur existence dans la population générale. Et la majorité des gens ne savent pas que ça existe, continuent à voir ça comme des choses qui ne les concernent pas. Et quand les soignants proposent ces solutions, les personnes en face ne savent pas de quoi elles parlent, ne se sentent pas concernées, etc. Voilà. Alors que si ces solutions avaient été présentées comme les révolutions qu'elles sont, peut-être il y aurait une meilleure adhésion. Donc le LENACA, c'est bientôt. Pour l'instant, c'est en train d'être validé par les circuits européens. Et Caroline, tu nous en diras plus sur un petit teasing. Et nous, en revanche, par rapport à l'implémentation de la PrEP, justement, dans les centres de santé sexuelle, on va participer à une essai qui vient d'avoir les financements. Tu peux ouais, voilà. Ok, donc je vais le dire à l'oral, c'est pas grave. On a participé à Préparez-vous, qui était un peu une évaluation des freins des soignants et des usagers dans les centres de santé sexuelle pour les femmes migrantes d'origine d'Afrique subsaharienne. Et ils ont eu un financement pour une étude d'implémentation de la PrEP dans les centres qui va s'appeler L-PrEP. Donc, ça commencera dès décembre avec des focus group. Puis après, il y aura tout un protocole un peu plus lourd d'implémentation de la PrEP. Et là, on parle de la PrEP orale et d'évaluation justement du nombre de femmes qu'on arrive à mettre sous PrEP et à maintenir sous PrEP au bout de 6 mois. À Tessier et à Rider, au centre de santé sexuelle, Gaston Tessier et Rider. Voilà, on est en train de travailler. Juste sur le vaccin, effectivement, on peut apparenter ça avec un vaccin et c'est souvent d'ailleurs pensé comme ça, même si un vaccin au sens vaccinologique du terme. Et donc ça, c'était juste pour montrer qu'effectivement, malheureusement, la recherche vaccinale, qui n'a pas démérité, là, on la place dans une perspective historique depuis le début des infections et l'apparition des vaccins contre les maladies qu'on connaît. Mais pour le VIH, vraiment, ils n'ont pas eu de chance. Il y a eu pas mal d'essais et de travail, mais à chaque fois avec des succès vraiment très, très faibles, pour des tas de raisons. Le virus mute facilement, voilà, c'est essentiellement ça. Ou alors des anticorps apparaissent, mais ils ne sont pas protecteurs. C'est des questions d'immunité T, B. Bon, moi, je ne suis pas vaccinologue spécialiste, mais de fait, on n'a pas de solution efficace pour le moment. Et on espérait d'ailleurs avec le Covid et l'ARN messager, mais a priori, il y a eu un essai qui avait montré un peu d'efficacité, mais 32%, c'est vraiment moins que le LENACA. Donc, pour des tas de raisons, parce qu'en plus, ça coûte très cher. Donc, c'est vrai qu'il y a une autre solution qui existe où il y a moins d'énergie développée sur ces sujets. Enfin, juste terminer mon test IST, la nouvelle, c'est vrai qu'il y a eu énormément de nouveautés aussi en santé sexuelle pour améliorer la lutte et notamment la gratuité des préservatifs en pharmacie, la gratuité aussi des contraceptifs jusqu'à 26 ans et la gratuité de l'ensemble des IST en plus du VIH. Le VIH depuis 2022, la gratuité des IST depuis septembre 2024. Et donc, ça s'appelle Bon Test IST. Il y a 2 formats. Il y a dans tous les laboratoires d'analyse médicale, et je disais, on ne parle pas du TASP, mais ça, c'est assez peu connu aussi finalement. Tout le monde peut aller dans un laboratoire d'analyse médicale pour faire le dépistage des IST à condition d'avoir la Sécu. Sinon, ça se passe dans les CJD, centres de santé sexuelle. Et
pour les femmes entre 18 et 25 ans, elles peuvent commander un kit pour faire la recherche du chlamydia, du gonocoque, à domicile. Voilà, ça c'est intéressant parce que c'est l'extension d'un dispositif qui s'appelait ClamyWeb. Ok, ClamyWeb, qui était mis en place par Santé publique France et qui avait bien marché. Mémo-dépistage. Ouais, mais du coup, voilà, parce qu'on espère que ça se complète, parce que là, c'est un peu, voilà, voilà. Je l'ai commandé, mais je ne l'ai pas reçu. Oui, je n'ai pas entre 18 et 25 ans, je sais. Hein. J'ai grugé. Et on a essayé, parce que c'est vrai que malheureusement, le dispositif qui est génial ne permet quand même pas d'orienter les personnes justement qui auraient besoin de la PrEP vers la PrEP, qui auraient besoin d'une prise en soin des violences vers. Donc voilà, on travaille avec les pharmaciens et merci à la com d'avoir fait ce petit flyer qu'on essaie de diffuser auprès des laboratoires essentiellement qui vont recevoir les personnes sans qui voient un professionnel de santé pour orienter celles qui en ont besoin vers soit les CSS, soit d'autres lieux où on peut bien sûr discuter de santé sexuelle. Et voilà, ça c'est l'efficacité dans le temps de VIH, enfin, l'utilisation de VIH-Test et de mon test IST par la population en fonction de l'âge. On est à peu près à 15% à Paris d'utilisation du dispositif sans ordonnance sur l'ensemble des tests. Et on voit que ça touche toutes les classes d'âge, avec les 25-49 ans en plus. En tout cas, c'est de plus en plus utilisé et c'est super. Voilà, je veux juste rappeler que on fait ça aussi parce qu'il y a la journée mondiale lundi d'après. Et donc, il y a pas mal de dispositifs qui vont être mis en place par Santé publique France. Donc, pas hésiter à les relayer. Ils ont une grosse campagne sur les dépistages répétés tous les 3 mois chez les HSH. Les outils de communication à disposition des personnes migrantes d'origine d'Afrique subsaharienne. Et puis, ils voulaient une grande campagne à destination des ados pour promouvoir le préservatif. Et ça, c'est une nouvelle campagne qui va sortir. Et elle n'apparaît pas là parce qu'elle est aussi sous l'embargo, mais il y aura une campagne propre à Paris, pensée par Paris Sans Sida, qui sera sur toutes les affiches MUI de la ville de Paris à partir de, je sais plus, mercredi prochain ou le mercredi d'après. Voilà. Alors tout ça, donc, sont plutôt des bonnes nouvelles. Le dépistage progresse, l'épidémie a baissé de 40% à Paris. On a été un territoire de modélisation pour la PrEP, pour le dépistage au labo sans ordonnance. Voilà, donc on a fait avancer, progresser, y compris les lois et les réglementations en France. Mais évidemment, la France, elle n'est pas isolée du reste du monde. Je te passe la parole, Caroline. Je ne suis pas sûre qu'on va finir sur une note très positive, mais vous allez voir une note incertaine. Alors, peut-être juste un rappel pour que vous ayez les ordres de grandeur et que vous puissiez regarder ces tableaux. On a l'évolution des personnes vivant avec le VIH. On est passé de 27,9 millions en 2000 à 40,8 millions en 2024. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Pourquoi c'est une bonne nouvelle? Parce que ça veut dire que les personnes vivant avec le VIH vivent. Donc, c'est une augmentation dont paradoxalement, il faut se réjouir. Nouvelles infections au VIH, là aussi on peut se réjouir, 2000, presque 3 millions de personnes aujourd'hui, 1,3. Là aussi dans des temps où on voit que beaucoup de politiques multilatérales, on peut passer au climat, peuvent un peu désespérer sur la capacité dans un monde marqué par de fortes inégalités à faire ensemble pour un objectif. La lutte contre le VIH, pour des raisons très particulières, a réussi ce qui est certainement la plus grande réussite de santé publique du siècle dernier, à avoir des vrais résultats et à permettre que des personnes aient accès au traitement.
c'est une anecdote, mais il faut se rappeler qu'il y a eu à la fin des années 90 des polémiques extrêmement violentes, et y compris avec des gens qui occupent des positions de pouvoir dans le champ scientifique, qui remettaient en cause la capacité des personnes vivant avec le VIH dans les pays du Sud à prendre leur traitement. Les gens ne sauront prendre le traitement car ils ne savent pas lire l'heure. On a eu vraiment beaucoup de discours comme ça qui ont été des vrais freins. Et il y a eu des luttes, il y a eu des luttes dans les pays du Sud, on peut penser à l'Afrique du Sud, il y a eu des luttes en France, il y a eu des alliances, il y a eu des alliances avec des industriels, notamment tout le monde des génériqueurs des pays du Sud, en Inde, en Égypte, au Brésil. Ce sont des génériqueurs publics, alors on a un petit faible pour eux. Et qui ont permis une très forte accessibilité au traitement. Néanmoins, on n'est plus dans la cible pour arriver aux objectifs de 2030 et on est d'autant moins dans la cible, et ça c'est la slide d'après, qu'on a connu un coup de boutoir très fort sur la question des financements internationaux. Vous avez évidemment entendu parler des coupes Trump. Aujourd'hui, on a 2 grands mécanismes de financement pour les traitements antirétroviraux pour les personnes vivant avec le VIH dans le monde. C'est d'un côté le mécanisme américain, le PEPFAR, et c'est plus de la moitié des personnes séropositives vivant dans le monde qui ont leur traitement grâce à un financement au PEPFAR, donc c'est absolument massif. Et un autre financement un peu plus Frenchy, mais pas seulement, le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Et on arrive, c'est des ordres de grandeur parce que c'est assez complexe, mais un peu entre 10 et 12 milliards à peu près au total de fonds. On a beaucoup parlé des coupes américaines, à juste titre, et de leur brutalité. En fait, le PEPFAR, il est dans tout le gros package, la grande agence américaine, l'USAID, qui a été complètement coupée, y compris avec des gens qui ont perdu leur boulot du jour au lendemain. Donc, c'est passé avec pertes et profits dans ces coupes-là. Il y a eu beaucoup de situations qui ont été portées devant les tribunaux. Et puis, le Congrès américain a quand même dit, attention quand même, ça représente et pour la santé publique mondiale d'une part, mais aussi pour l'industrie pharmaceutique américaine d'autre part, un vrai risque de tout couper. Et il y a un certain nombre de financements, et notamment tout ce qui concerne les traitements, qui ont été rétablis. Malgré tout, on est sur une baisse de 38%. Et comme je viens de vous présenter, l'impact au niveau mondial sur l'épidémie, c'est vraiment extrêmement fort. Et évidemment, et là, on voit la marque politique de Trump, où est-ce que vont se faire ces coupes? Ils vont se faire sur les programmes qui travaillent avec les communautés, qui travaillent avec les communautés LGBTI dans les pays du Sud, qui travaillent avec les travailleurs et les travailleuses du sexe, tout ce qui se fait autour de la prévention et qui pouvait parfois proposer une offre en santé sexuelle plus large, c'est les premiers qui sont en train de prendre. Et dans certains pays avec lesquels vous pourrez peut-être l'entendre dans des gens qui vivent entre plusieurs pays, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on voit déjà les effets de la coupe où les populations de personnes en situation de prostitution n'ont plus accès à la PrEP qui a été financée par les Américains. Par ailleurs, il y a une remise en cause très, très profonde de l'idée même de la santé communautaire sur le fait que pour donner un traitement et pour adhérer à un traitement, il faut qu'il y ait un accompagnement par les pairs. Et là, ce que disent les Américains, c'est ça, on n'en veut pas. Donc, c'est aussi une lutte idéologique et pas seulement financière sur la façon dont on fait de la santé publique. Néanmoins, il ne faudrait pas que la critique très forte et tout à fait légitime de la politique de santé publique mondiale de Trump cache le fait qu'on a aussi des coupes très très fortes qui sont annoncées sur le mécanisme auquel contribue la France, et qu'on est pour... Il y a 3 contributeurs importants que sont le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France. Pour l'instant, on est sur des coupes qui vont de 20% à 50% de ce qu'on donnait jusque-là. Et ça va avoir des impacts à peu près équivalents. L'interassociatif a fait une action la semaine dernière devant Bercy pour dénoncer ces coupes et appeler, c'est plutôt une décision qui se prend au niveau du président de la République Emmanuel Macron, à revoir ce qui est annoncé.
Mais en fait, la baisse des finances publiques, ça fait partie des budgets qui sont impactés en premier lieu. On a tout un travail aujourd'hui de modélisation pour essayer de comprendre ce qui va se passer en termes de nombre de personnes qui vont ne plus avoir accès au traitement d'une part et mourir d'autre part. Et là, vous allez voir, je vous ai présenté deux chiffres qui peuvent vous paraître un petit peu compliqués. On a eu les premières hypothèses en août dernier, on était à 850 000 nouvelles infections, 30 000 décès du VIH. C'est déjà insupportable, surtout qu'aujourd'hui, on est dans des dynamiques de recul. Et on a des modélisations qui sont à 15 millions de décès aujourd'hui. Alors, pourquoi cet écart-là? Un, c'est très difficile à mesurer. Et par ailleurs, dans une dynamique épidémique, c'est toujours des dynamiques exponentielles. C'est-à-dire que si vous changez un tout petit peu le nombre de gens que contamine une seule personne qui n'est pas sous traitement, vous avez très vite des effets mathématiques qui vont faire que vous vous retrouvez avec 10 000 personnes de plus ou 100 000 personnes de plus. Donc aujourd'hui, on est dans une expérimentation tout à fait mortifère à échelle mondiale, où on ne sait pas ce que ça va provoquer, et notamment dans les pays où on est dans des épidémies de population générale. Qu'est-ce que ça veut dire des épidémies en population générale? Ça veut dire que la majorité des contaminations ont lieu dans des relations sexuelles hétérosexuelles. Quel va être le résultat de ces baisses de traitement? On est dans une inconnue totale. Alors, une note d'espoir dont je ne sais pas si elle en est vraiment une, mais malgré tout, ça a été une annonce qui a beaucoup soulagé beaucoup d'acteurs de la lutte contre le sida au niveau mondial. Le médicament dont vous parlez tout à l'heure, Sophie, le lenacapavir, Gilead, qui est un acteur industriel très important du monde du VIH, mais qui est aussi un acteur très financiarisé avec une volonté de recherche de profit très fort, comme tous les labos pharmaceutiques, mais eux, avec vraiment un modèle qui dépend et beaucoup de hedge funds, de gens qui veulent faire de l'argent très vite avec peu de molécules. Ce n'est pas des gros laboratoires qui ont des portefeuilles très larges et qui font leur profit de plein de façons. Là, c'est vraiment des gens qui innovent beaucoup, mais veulent que ça rapporte très vite. Ils ont commencé à commercialiser le lenacapavir à environ 30 000 $, ce qui était évidemment par an, ce qui est évidemment inaccessible non seulement dans les pays pauvres, par an par patient, oui, par an et par patient, dans les pays pauvres, dans les pays à revenus intermédiaires, mais même dans un pays comme la France, c'est un coût extrêmement fort pour l'assurance maladie. Gilead a signé un accord avec des générateurs indiens il y a quelques mois qui va permettre une production à 40 €, qui est, et ça, il y a eu une étude qui a été faite par une université britannique, on continue à se faire de l'argent à 40 €. C'est-à-dire que le coût, voilà, y compris en intégrant les coûts de recherche et de développement, ça reste, si on a un effet volume évidemment, mais ça reste rentable. Donc c'est un accord important et qui ouvre la possibilité à une accessibilité. Mais si vous étiez angoissé, je le voyais dans la salle, par est-ce que ces actionnaires vont être rémunérés, comment vont-ils faire pour se payer une deuxième voiture, tout ça, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer pour eux. Et on peut quand même espérer qu'on ait un accès. Ce qui va être déterminant, c'est de savoir aujourd'hui si le gouvernement américain va continuer être dans cette idée America First et on coupe tous les financements internationaux, ou va se souvenir, et on sait que Gilead a fait un très fort lobby sur la Maison-Blanche, de dire on est aussi la première puissance pharmaceutique mondiale et il faut qu'on continue à vendre des traitements. Et c'est certainement sur cette ambiguïté où on voit que la morale et la santé publique occupent peu de place que va se jouer l'avenir du financement international américain. Vous allez me dire,
et la France. Et en fait, aujourd'hui, on a donc le cabotegravir et le LENA qui sont en discussion entre le CEPS, qui est notre organisme qui négocie le prix des médicaments, et les laboratoires. Et on sait que c'est des négociations qui durent depuis des mois. Peut-être pour le cabot, ça va, je l'appelle comme ça, c'est son petit nom, ça va atterrir d'ici la fin de l'année, mais on sait que le lenacapavir, aujourd'hui, c'est au point mort et on a quand même assez peu d'espoir dans un avenir très proche de pouvoir en faire bénéficier les populations qui en ont le plus besoin. Ça montre aussi que la nécessité d'avoir des formes d'activisme et de révolte dans le VIH, elle reste pertinente au niveau international, mais elle le reste aussi au niveau national. Merci beaucoup, Caroline. On a parlé presque 1 heure, enfin, avec les petits soucis techniques du début. Néanmoins, on peut prendre quelques questions. Peut-être, Sophie, je te laisserai répondre sur la doxycycline en prophylaxie. Il y a une question d'Olivia sur les effets de la PrEP, sur le recul de l'usage du préservatif. Alors ça fait beaucoup débat. Ça a fait beaucoup débat. Je vais peut-être arrêter le partage, comme ça vous nous verrez. Hop. Tac. Ça a fait donc beaucoup. Ça fonctionne ou... Oui, ok. Ça fait beaucoup débat au début. Ça a été un des arguments mis en avant par beaucoup de soignants contre la PrEP, y compris ici à la ville de Paris. Nous, ce qu'on propose, c'est de penser les choses un peu différemment. C'est-à-dire sans doute qu'il y a un recul de l'usage du préservatif, ça c'est sûr. On le voit dans les études. Ce recul, il a plus de 20 ans. Il n'est pas seulement lié à la possibilité d'avoir des alternatives, il est juste lié au fait que les gens qui ont une sexualité très active avec beaucoup de partenaires différents, ils en ont juste marre d'utiliser le préservatif systématiquement. Et donc, l'enjeu, c'est plutôt de se dire que tout le monde ait le choix et que ce choix il soit réversible au cours de la vie. Et que dans le fond, si de toute façon les personnes ont des conduites à risque, si de toute façon elles n'arrivent pas à maintenir un usage du préservatif qui est systématique tout au long de la vie, dans des périodes où elles sont monogames, dans des périodes où elles ont plein d'amoureux, dans des périodes où elles n'ont pas de sexualité, enfin quand ces choses-là varient au cours du temps, et qu'il faut qu'il y ait des solutions adaptées à chaque étape. L'augmentation des IST dans notre pays, elle est réelle depuis de nombreuses années maintenant. Elle est notamment réelle chez les jeunes, mais la plupart, l'immense majorité des IST, à part le VIH, se traitent par antibiotiques efficacement et rapidement. Et puis pour certaines, notamment les papillomavirus, il y a un vaccin. Donc notre politique, elle est plutôt de dire eh ben, on accepte en termes coût efficace peut-être une augmentation des IST, mais parce que l'objectif à la fois d'offrir une vie sexuelle épanouie aux gens, il est louable, et d'autre part que l'épidémie VIH reste l'épidémie qu'il faut endiguer en tout premier lieu. Tu veux répondre sur les IST? Je dirais même qu'avoir une IST, c'est normal à partir du moment où on a une sexualité. Donc forcément, plus on se fait dépister, plus on a des taux d'IST. Mais c'est un peu comme l'IVG, quoi. C'est pas le nombre qui est important, c'est l'accès. Voilà, ça c'est dit. Et sinon, sur le schéma, ah oui, oui. Donc j'ai pas parlé de la doxypep, mais effectivement, aujourd'hui, on a aussi une prévention. Enfin, c'est en fait post-exposition, mais si on sait enfin, quand on a eu un rapport sexuel pour les personnes très, très fortement exposées, et là, la HAS, je ne l'ai pas dit, mais il y a eu énormément de nouvelles recommandations sur les IST, le VIH entre l'année dernière et cette année, et notamment la doxypep qui ils ont conclu sur on ne la recommande pas, mais dans le colloque individuel, vous pouvez la prescrire. Donc, on peut prescrire de la doxycycline chez les personnes très fortement exposées, et c'est 200 mg 3 fois par semaine dans les heures jusqu'à 72 heures après les rapports. Voilà. La question chez les femmes, c'est que, bon, donc dans le colloque individuel, sur une femme hyper exposée qui aurait déjà eu plusieurs IST sur l'année, bien sûr, on n'hésitera pas à le prescrire de la même façon qu'on le prescrit de façon
plus fréquente chez les HSH parce que déjà, c'est validé aux États-Unis. Et donc, pourquoi mon copain qui vit à New York, là, pourquoi moi, je n'aurais pas accès? Donc, on accompagne aussi. Mais bon, s'il n'y a pas eu d'IST sur l'année, on peut aussi dire, je ne suis pas sûre. Parce qu'on sait qu'il y a, c'était dans le journal aujourd'hui, l'augmentation des résistances liées aux antibiotiques est aussi massive. Et on travaille aussi sur tous les côtés. Puis il y a aussi une question individuelle, même pas que de santé publique, sur les effets sur le microbiote, tout ça, de ces doses de doxy. Donc, le schéma à la demande pour les femmes. Donc, classiquement, pour la PrEP, on est sur un schéma continu, mais c'est pareil, au cas par cas. On peut sans problème donner un schéma à la demande, mais qui est un peu plus long que pour les hommes. On va partir sur 2 comprimés 2 heures avant, puis un comprimé par jour pendant 7 jours ensuite. Je ne vois pas d'autres questions dans le chat, mais il y en a peut-être dans la salle. Avec le micro, Régine, s'il te plaît. Bonjour. Je suis un peu inquiète compte tenu de la situation politique en France et la possible annulation de l'accès à l'AME. C'est quoi notre plan B là-dessus? Alors, déjà, sur l'aide médicale d'État, alors que nous n'avons pas le vent dans le dos, il y a un certain nombre de mobilisations qui ont payé ces dernières années. Il faut quand même se rappeler que alors que tout concours, y compris les Britanniques, ont reculé sur l'accès aux soins des personnes. Donc, l'aide médicale d'État, c'est le dispositif de couverture maladie pour les personnes étrangères en situation irrégulière, dont on sait par l'épidémiologie qu'elles sont particulièrement exposées au VIH, d'où ta question dans ce cadre. Aujourd'hui, on sait que jusqu'ici, tout va bien. On a réussi à éviter le débat sur l'aide médicale d'État autour de ce plan de loi de finances-là. Il y a très certainement des décrets qui sont en cours d'écriture et voire de publication, mais on n'a pas un horizon immédiat de suppression de l'aide médicale d'État. Et c'est aussi immédiat. Et c'est aussi tout le travail qui a été fait. Il est certain que si à un moment ça n'existait plus, il y aurait besoin d'une mobilisation et d'une mobilisation des médecins et d'une mobilisation au nom de l'éthique médicale, qui n'est pas seulement des principes professionnels, qui est inscrit dans le Code de la santé publique, qui encadre la profession médicale, pour dire, du point de vue de la santé individuelle, des droits humains et de la santé publique, on va être obligé de continuer à prescrire des antirétroviraux. Ça ne va pas être simple parce qu'évidemment, il faut les payer quelque part. Mais ça sera absolument nécessaire pour avoir fait pendant de longues années du plaidoyer pour ces sujets. La crainte qu'il y ait des mouvements sociaux dans les hôpitaux, que ces revendications-là amènent à gripper un système hospitalier avec déjà des collègues qui ne vont pas bien du tout à l'hôpital. Ça a été aussi un argument qui s'est révélé assez fort pour réussir à continuer à soigner. Mais je suis d'accord avec toi, l'avenir n'est pas très riant. Je peux compléter, et c'est vrai que sur ces sujets, parfois, le diable se niche dans les détails. Jusqu'en 2027, en tout cas, il n'y aura pas de suppression de l'AME, ça c'est sûr et certain. Mais en revanche, il y a ces décrets qu'évoque Caroline qui réduisent l'accès, le rendent plus compliqué, pourraient le rendre plus compliqué. Et donc, en fait, sur ces sujets, quand on doit se mobiliser, il faut toujours se mobiliser en regardant précisément pourquoi on se mobilise. Et là, en ce moment, l'enjeu, c'est qu'on n'exige pas de toutes les personnes une pièce d'identité avec photo, par exemple, pour avoir l'aide médicale d'État, parce que c'est ça qui risque de compliquer l'accès. Et si, à partir de 2027, il devait y avoir une suppression du dispositif, je ne sais pas ce que sera la politique de la ville de Paris à ce moment-là. En tout cas, l'exécutif actuel a toujours dit qu'on maintiendrait un accueil inconditionnel
dans tous nos centres et notamment en augmentant l'activité de nos centres médico-sociaux. Donc, j'ose espérer qu'on aurait le même soutien en 2027. En revanche, notre difficulté majeure, c'est que nous, on offre des consultations médicales, des consultations infirmières, des consultations de psychothérapie et de travailleurs sociaux dans nos CMS, mais on ne fait pas de biologie, on ne fait pas de radio, on ne fait pas d'imagerie médicale, enfin un petit peu d'imagerie médicale à Edison, mais c'est marginal. Donc voir les gens, c'est bien, mais si on peut pas, s'ils ne peuvent pas avoir recours à des examens, des bilans complémentaires, c'est plus compliqué. Peut-être faudra-t-il revenir à ce que faisait Eastman il y a longtemps. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Alors sinon, oui, pardon. On avait eu dans la salle? Non. L'heure tourne, donc je propose d'arrêter là notre jeudi de la santé. Vous pourrez consulter sur l'Intra-Paris la visio, mais surtout, on vous mettra tous les documents qui sont encore sous embargo pour là, quelques minutes, si vous voulez aller plus loin, et notamment le livre blanc de la communauté de la lutte contre le sida à Paris, qui s'appelle Battantes, Battants, et qui sont voilà, les revendications à la fois des scientifiques, des chercheurs, des médecins et de toute la communauté associative pour qu'on accélère les choses dans les 5 prochaines années. Donc, si vous voulez aller plus loin, je vous invite à lire ce très bel ouvrage qui sera diffusé à partir de cet après-midi. Et on se retrouve, merci Valérie, le 11 décembre pour le 3e jeudi de la santé de la saison qui portera sur la question des violences et de l'impact des violences au cours de la vie sur l'état de santé global, pas seulement psychique, et c'est toutes les violences. Et on croisera à la fois un regard un peu épidémiologique sur la question et puis les bonnes pratiques en mode échange de tuyaux ou de savoir-faire entre les équipes du pôle santé sexuelle et les équipes du service de l'accès aux soins, notamment à Tisserand et Reader. Je les remercie par avance. Merci de votre attention.